Tu n'es qu'une boulangère, a-t-elle hurlé, les larmes coulant sur son visage. Son fiancé milliardaire passa devant elle, venant directement vers moi. J'essaie de vous rencontrer depuis 6 mois. Ma famille devint pâle. Tu es jalouse et laide. La chaleur du four m'a frappé au visage comme une gifle physique, mais c'était la voix de ma mère à travers le haut-parleur du téléphone qui m'a donné la chair de poule. Allez veut que tout soit parfait ce soir. Esthétique, tu sais. Et bon, tu as toujours cette odeur sur toi, cette odeur de levure. Tes mains sont toujours tachées. Tu ressembles à une paysanne, Abigail. Je sortais un plateau de pain au levain du four à 200 degrés, mes avant-bras déjà marqués par la constellation de brûlures qui ne guérissaient jamais vraiment. Le bord métallique du plateau mordait ma paume à travers le torchon. Il était 16h un vendredi après-midi, l'heure la plus chargée au Gilded Crumb, et ma mère m'appelait pour retirer mon invitation au dîner de fiançailles de ma propre sœur. Cela ne correspond tout simplement pas à l'ambiance vieux Boston qu'elle organise, a-t-elle continué, sa voix aussi décontractée que si elle discutait de la météo. Tu comprends? Le plateau trembla dans ma prise. La sueur coulait sur ma tempe, se mélangeant à la poussière de farine qui recouvrait tout dans mon monde. Derrière moi, les fours à convection bourdonnaient leur rythme familier. La bande originale de chaque aube depuis les 5 dernières années. J'ai regardé une cliente au comptoir mordre dans l'un de mes croissants, ses yeux se fermant de pur plaisir. Ce moment de connexion, de nourrir quelqu'un avec quelque chose de vrai. C'est pour cela que je vivais. Mais pour ma famille, je n'étais que la machine au sous-sol qui gardait les lumières allumées. D'accord, ai-je chuchoté. Le mot avait un goût de cendre. Je comprends. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire autre chose. J'ai posé le plateau sur la grille de refroidissement et je suis retourné au rythme de la boulangerie, essayant de chasser la conversation de mon esprit. Je m'appelle Abigail. J'ai 31 ans et je suis chef pâtissière. Voici l'histoire de comment j'ai finalement arrêté de nourrir les gens qui m'affamaient. Avant que je vous raconte exactement comment je leur ai fait regretter cet appel, laissez un commentaire et dites-moi quelle heure il est chez vous en ce moment. Je me demande toujours qui est réveillé avec moi. L'écran du téléphone s'est éteint dans ma main poudrée de farine. Je suis resté là un long moment, écoutant Marcus, mon sous-chef, crier les commandes. La boulangerie bougeait autour de moi comme une chose vivante, les minuteries bipant, la pâte levant, les clients riant aux petites tables près de la fenêtre. Cet endroit était le mien. Je l'avais construit à partir de rien. D'un camion de nourriture et d'un rêve, et plus de prêts étudiants que je ne veux y penser. Ce que ma famille ne savait pas, ce qu'ils n'avaient jamais pris la peine d'apprendre, c'est que la pâtisserie n'est pas romantique. Les gens voient les vidéos Instagram, les nuages de farine au ralenti, les croissants dorés fumant sur des comptoirs en marbre. Ils ne voient pas le réveil à 3 heures du matin, les brûlures qui cartographient vos avant-bras comme une zone de guerre, la façon dont vos épaules font si mal au plus profond qu'on a l'impression que vos os se broient les uns contre les autres. Ils ne voient pas les 5 000 $ que je virais à mes parents chaque mois depuis les 5 dernières années. Mon père, Brian, a fait de mauvais investissements en 2020. Il a perdu une grande partie de son portefeuille de retraite en pariant sur la crypto-monnaie parce que son copain de golf a dit que c'était une valeur sûre. Il ne l'a jamais dit à personne en dehors de la famille. Bien sûr, cela ruinerait l'image. L'image de la vieille fortune de Boston, les adhésions au country club et la maison en grès à Beacon Hill. Alors, je suis devenu le portefeuille invisible, le générateur de secours fonctionnant au sous-sol pendant qu'il recevait à l'étage. Quand Ale avait besoin d'un nouvel appareil photo parce que l'ancien ne rendait pas sa peau assez rosée, je faisais le chèque. Quand le système de chauffage de la maison avait besoin d'être remplacé, je couvrais les frais. Quand ma mère voulait redécorer le salon parce que les vieux meubles ne photographiaient pas bien pour le contenu de style de vie de Ale, je faisais en sorte que cela arrive. Je me disais que je soutenais la famille. C'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? On prend soin des siens. Mais debout là dans ma boulangerie, fixant mon reflet dans la table de préparation en acier inoxydable, j'ai compris quelque chose pour la première fois. Ils aimaient le produit. Ils méprisaient le producteur. Ils aimaient mon argent. Ils aimaient se vanter du pain artisanal de la boulangerie de leur fille lors de leur fête. Ils aimaient la sécurité que je fournissais. Mais ils avaient honte du travail qui rendait cela possible. La sueur, les petits matins, les mains rugueuses et cicatrisées qui créaient réellement de la valeur. J'étais utile, pas précieuse. Il y a une différence. Le lendemain matin, la cloche au-dessus de ma porte n'a pas tinté. Elle a cliqueté,
agressive, autoritaire. Le bruit des gens qui pensent posséder les lieux. J'ai levé les yeux de le laminoir, mes mains plongées dans le beurre froid et la pâte, pour voir toute ma famille faire irruption dans la boutique. Mon père dans son blazer du week-end, ma mère serrant ses perles comme si nous étions dans un drame victorien, et Haley, immaculée dans du cachemire crème, passant directement devant moi pour vérifier son reflet dans la vitre du présentoir à pâtisserie. Abigail, Dieu merci. Ma mère était essoufflée, frénétique. Nous avons une crise. Pas de bonjour, pas d'excuses pour hier, juste une crise. Le traiteur a annulé, a annoncé Haley à son propre reflet, lissant ses cheveux. Urgence familiale, a-t-il dit, totalement non professionnel. Quoi qu'il en soit, nous avons besoin que tu répares ça. J'ai essuyé mes mains lentement sur mon tablier, les regardant. Réparer quoi? Les desserts, évidemment. Haley s'est finalement tournée pour me regarder, son visage tendu par l'irritation. Nous avons besoin de 5 douzaines de thé cronut de minuit. Ceux avec la feuille d'or, et un gâteau à la vanille de 3 étages avec un fourrage aux framboises, livré au lieu de réception avant 16 heures. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge, 10 heures du matin. Il voulait un processus de 3 jours achevé en 6 heures. Et à en juger par la façon dont mon père était soudainement fasciné par mon batteur industriel, évitant complètement mes yeux, il le voulait gratuitement. Écoute, Abby. Mon père s'avança, essayant de paraître autoritaire. Nous savons que le délai est court, mais c'est pour ta sœur. Les partenaires commerciaux de Jonathan seront là. Nous devons faire bonne impression. Nous avons besoin du meilleur. Haley s'était remise à s'examiner dans la vitre, ajustant son cachemire. Elle ne me regardait pas. Elle regardait ce que je pouvais faire pour son image. J'étais juste un autre accessoire dans son esthétique soigneusement organisée. C'est à ce moment-là que je l'ai vu clairement. Elle utilisait les gens comme des miroirs. Tout dans sa vie n'existait que pour refléter sa beauté, son statut, sa marque vers elle-même. Elle ne me voyait pas debout là. Elle voyait juste une fissure dans son reflet qui avait besoin d'être réparée. Mais j'avais passé 5 ans à utiliser mon métier comme une fenêtre, versant mon âme dans cette boulangerie pour me connecter avec les gens, pour les nourrir, pour leur offrir quelque chose de vrai. Je regardais vers l'extérieur. Elle regardait vers l'intérieur. Nous étions fondamentalement des espèces différentes. Je ne peux pas le faire, ai-je dit. Le silence fut immédiat et absolu. Que veux-tu dire par tu ne peux pas? La voix de ma mère monta d'une octave. Tu as de la farine juste là. Fais-les, c'est tout. La pâte pour les cronuts a besoin de 48 heures de repos, ai-je dit, gardant ma voix égale. Les couches de gâteau doivent refroidir correctement. C'est physiquement impossible. Tu es juste égoïste. Le visage de Haley se tordit en quelque chose de laid. Tu me punis parce que maman a retiré ton invitation. Mon Dieu, tu es si mesquine. C'est mes fiançailles, Abigail. Tu vas tout gâcher juste parce que tes sentiments sont blessés. Je ne suis pas mesquine, ai-je dit. Je suis boulangère. La physique se fiche de ta fête de fiançailles. Mon père a claqué sa main sur la table de préparation. Un bol de ganache a sursauté. Assez. Tu vas trouver une solution. Je me fiche si tu dois les acheter ailleurs et les réemballer. Tu vas régler ça ou que Dieu me vienne en aide, Abigail. La cloche tinta de nouveau, mais cette fois le son était différent. Confiant. Lourd. Le genre d'entrée qui change la pression de l'air. Ma famille se figea. Ils se tournèrent vers la porte, leur visage se réarrangeant instantanément en sourire poli. Debout dans l'embrasure de la porte se trouvait un homme dans un costume gris anthracite qui coûtait probablement plus cher que ma camionnette de livraison. Grand, cheveux poivre et sel, des yeux qui scannaient la pièce avec une précision prédatrice. Jonathan, le magnate de l'hôtellerie milliardaire. Le fiancé de Haley. Jonathan. Haley se précipita vers lui, sa voix montant dans ce cri aigu qu'elle utilisait dans ses vidéos. Que fais-tu ici? Tu n'es pas censé me voir avant la fête. Elle tendit la main vers lui, visant l'une de ses étreintes parfaites pour les photos qu'elle postait constamment. Il l'évita souplement, sans même ralentir. Il passa juste devant mes parents, devant le présentoir, directement au comptoir où je me tenais. Il me regarda, non pas la farine sur mon tablier, ni la sueur sur mon front, mais dans les yeux. Êtes-vous Abigail? Sa voix était profonde, sérieuse. J'ai hoché la tête,
trop surprise pour parler. Il expira, un son de véritable soulagement. J'essaie de vous rencontrer depuis 6 mois. Je suis Jonathan Reed. Je possède le groupe hôtelier Atlas. Nous contractons exclusivement avec votre boulangerie pour nos suites VIP. Votre biographie est la seule raison pour laquelle notre établissement de Paris a une note de 5 étoiles pour le petit déjeuner. Il jeta un bref coup d'œil à Allais, puis revint à moi. Quand j'ai entendu que votre famille avait une crise avec le traiteur ce matin, votre père a appelé mon assistant pour chercher des recommandations de fournisseurs, j'ai réalisé que cela pourrait être ma seule chance de vous rencontrer enfin en personne et de découvrir pourquoi vous ignoriez mes offres de partenariat. Ma mère émit un bruit d'étouffement. Mon père ressemblait à quelqu'un qui venait de recevoir une brique. Allait rester figé, ses bras encore à moitié levés. Tu la connais. La voix de Allais tremblait. Jonathan se tourna lentement comme s'il avait oublié qu'elle était là. La connaître? Allais? Cette femme est un génie. Je t'ai dit que j'avais seulement accepté de rencontrer ta famille parce que j'avais vu le nom de famille et espéré que tu étais apparenté à la propriétaire du Gilded Crab. L'air quitta la pièce. Jonathan se tourna de nouveau vers moi, son expression passant à la confusion. Je vous ai envoyé 5 courriels, Abigail. Mon équipe a envoyé des contrats. Nous voulions nous associer avec vous pour ouvrir un emplacement phare dans notre nouvel hôtel à Tokyo. Pourquoi n'avez-vous pas répondu? Nous pensions que vous n'étiez pas intéressé. J'ai froncé les sourcils, essuyant mes mains à nouveau. Je n'ai jamais reçu de courriel. Je vérifie ma boîte de réception tous les soirs. Je n'ignorerai jamais une offre comme celle-là. Il sortit son téléphone, tapotant l'écran avant de le tourner pour me faire face. La chaîne de courriel était là, mais l'adresse de réponse n'était pas la mienne. Elle était transférée vers l'adresse personnelle de mon père, celle qu'il avait configurée lorsqu'il m'avait aidé à configurer le nom de domaine il y a 5 ans. J'ai levé les yeux vers Brian. Il était pâle, en sueur. Jonathan suivit mon regard, ses yeux se plissant alors qu'il comprenait. Il les a interceptés, ai-je dit doucement. Papa a accès au serveur. Mon père recula contre le batteur, bégayant. Je te protégeais, Abby. Tu n'es pas prête pour ce genre de pression. Tokyo, c'est trop loin. Nous avons besoin de toi ici. Qui aiderait ta mère? Qui aiderait Allais? J'essayais juste de garder la famille unie. Jonathan laissa échapper un rire court et sans humour. Vous avez bloqué un partenariat de plusieurs millions de dollars parce que vous vouliez qu'elle soit disponible pour faire les courses. Allais attrapa le bras de Jonathan désespérément. Chérie, ça n'a pas d'importance. C'était un malentendu. Regarde, nous sommes ici maintenant. Abigail peut juste faire les pâtisseries pour ce soir et nous pourrons parler affaires plus tard. La famille d'abord, n'est-ce pas? Jonathan regarda sa main sur son bras comme si c'était quelque chose d'étranger. Puis il regarda mes parents, se ratatinant dans le coin, puis moi. Je ne pense pas qu'il va y avoir de pâtisserie, dit-il. En fait, ai-je coupé. Il y a quelque chose que vous devriez savoir à propos des pâtisseries. Ma mère eut l'air pleine d'espoir pendant une demi-seconde. Tu en as à l'arrière? Non, ai-je dit. Les cronutes de minuit sont vendues 3 mois à l'avance. Il y a une liste d'attente. Et la fournée que j'ai faite ce matin, celle que vous vouliez, je l'ai déjà donnée. Donnée, hurla Allais. À qui? Au foyer pour femmes sur la 4e rue. Je les dépose tous les vendredis à 9 h du matin. Le placard est vide, Allais. Il n'y a rien ici pour toi. Pas une miette. Le visage de Allais se chiffonna. Le masque poli d'influenceuse glissa enfin, révélant l'enfant gâté en dessous. Elle hurla, pas des mots, juste un son brut de frustration. Tu es jalouse, cria-t-elle, son visage devenant rouge marbré. Tu as toujours été jalouse de moi. Tu n'es qu'une boulangère, Abigail. Tu joues avec de la farine pendant que je construis une marque. Tu sabotes mon bonheur parce que tu ne supportes pas que je gagne. Tu es laide et tu es amère et tu gâches ma vie. Elle haletait, la poitrine se soulevant. Mes parents se précipitèrent pour la réconforter, me lançant des regards de pure haine. Mon père s'avança comme s'il était prêt à me forcer physiquement à commencer à cuisiner. J'ai regardé Jonathan. Il se tenait très immobile, observant Allais. Son visage était illisible, du granit taillé. Il voyait la laideur se déverser d'elle, le sentiment que tout lui est dû,
la cruauté, l'absence totale de grâce. Puis il me regarda, debout calmement dans mon tablier poudré de farine. Je n'ai rien dit. J'ai juste laissé le silence s'étirer. Laissé ces mots pendre dans l'air, résonnant sur l'acier inoxydable et le carrelage. Quand quelqu'un se détruit lui-même, on ne l'interrompt pas. On ne lui donne pas de carburant en ripostant. On devient un miroir. On le laisse voir exactement ce qu'il est. Le calme devint lourd, suffocant. Puis j'ai bougé. J'ai passé la main derrière mon cou et j'ai dénoué mon tablier. Le tissu a bruissé alors que je le passais par-dessus ma tête. Je ne l'ai pas jeté. Je l'ai posé sur le comptoir et l'ai plié coin contre coin, bord à bord, parfaitement carré. J'ai sorti la clé de rechange de ma poche, celle que mon père avait utilisée pour entrer ce matin-là. Celle qu'il utilisait pour envahir mon sanctuaire chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose. Je l'ai placée sur le dessus du tablier plié. Clic et puis j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mes contacts. Maman, bloqué. Papa, bloqué. Allez, bloqué. Je l'ai fait lentement, délibérément, tenant l'écran en angle pour qu'il puisse voir exactement ce que je faisais. Abigail, qu'est-ce que tu fais, chuchota ma mère, la couleur quittant son visage. Je pointe ma sortie, ai-je dit doucement. Marcus, tu es responsable. Ferme tout aujourd'hui. Verrouille tout. Tout le monde est payé pour le quart de travail complet. Oui, chef, dit Marcus en se redressant. J'ai contourné le comptoir, passant devant mon père qui ne pouvait pas croiser mon regard, passant devant ma mère tremblant alors qu'elle réalisait qu'elle venait de perdre son distributeur de billets et son sac de frappe verbale, passant devant Allais sanglotant dans ses mains. Je me suis arrêté devant Jonathan. Je vais prendre un café, ai-je dit. Vous êtes le bienvenu si vous voulez vous joindre à moi. Jonathan n'a pas hésité. Il n'a pas regardé Allais. Il n'a pas dit au revoir aux parents qu'il avait essayé d'impressionner. Il leur a tourné le dos à tous. Après vous, dit-il. Nous sommes sortis dans la rue enneigée de Boston. La cloche a tinté au-dessus de nous une dernière fois. Derrière nous, la boulangerie sentait le sucre brûlé et le regret. Dehors, l'air était froid et propre. J'ai pris une profonde inspiration et, pour la première fois en 5 ans, je n'ai pas senti leur poids sur mes épaules. Je me sentais légère. Les retombées furent silencieuses mais dévastatrices. Jonathan a mis fin aux fiançailles le soir même. Il a rencontré Allais dans un café du centre-ville et lui a dit directement qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un dont la cruauté envers la famille révélait une incompatibilité fondamentale de valeurs. Elle a essayé de sauver la situation avec des larmes et des promesses, mais il avait déjà pris sa décision. La rupture fut définitive en moins d'une heure et, dès le lendemain matin, Allais était seule avec une fête de fiançailles annulée et des dettes qui s'accumulaient. Elle a essayé de tourner la situation à son avantage sur les réseaux sociaux. Elle a posté une vidéo en larmes disant qu'elle avait été prise au dépourvu, racontant comment sa sœur jalouse avait gâché son grand jour. Mais sans l'argent et les connexions de Jonathan, son contenu s'est tari. Le lieu de réception l'a poursuivi pour les frais d'annulation. Et après des mois d'aller-retour juridique, elle a été forcée de régler pour un montant qui a vidé le peu d'économie qu'elle avait. L'esthétique qu'elle avait cultivée s'est effondrée parce qu'elle était construite sur une fondation que je payais. Ses abonnés ont réalisé que son style de vie était une façade. Ils sont passés à la prochaine chose brillante. Mes parents se sont retrouvés avec une maison en grès qu'ils ne pouvaient pas se permettre et des dettes qu'ils ne pouvaient pas payer. Sans mes virements mensuels, le chauffage a été coupé en février. Ils ont dû déménager dans un appartement en copropriété en banlieue, à des kilomètres de la vieille image de Boston qu'ils convoitaient. Ils ont essayé de me contacter par l'intermédiaire de cousins et de tantes, envoyant des messages sur l'unité familiale et le pardon. Je n'ai jamais répondu. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà tout dit quand j'ai posé cette clé sur le comptoir. C'était la dernière fois que j'ai vu ou parlé à l'un d'entre eux, et j'ai gardé les choses ainsi. La relation est définitivement coupée. Pas de réconciliation, pas d'exception. Quant au Gilded Crumb à Boston, j'ai fait de Marcus un partenaire à part entière et je lui ai cédé la majorité de la propriété 6 mois après ce jour-là. Il l'avait mérité, et il continue de le gérer magnifiquement. Je reçois toujours un petit pourcentage des bénéfices, mais la boulangerie est la sienne maintenant. Il était temps pour moi de construire quelque chose de nouveau. Une année passa rapidement, remplie d'avocats, de contrats et du chaos organisé de la construction de quelque chose à partir de zéro dans un pays étranger.
Je me tenais devant une immense devanture en verre à Tokyo. L'enseigne au-dessus de la porte indiquait « The Gilded Crab » en élégantes lettres dorées. Jonathan se tenait à côté de moi, tenant les ciseaux pour couper le ruban. Nous n'étions pas un couple. Nous étions partenaires. Il respectait mon métier. Je respectais sa vision. Il m'a regardé et a souri, non pas avec pitié, mais avec la même révérence qu'il avait montrée ce jour-là dans la boulangerie. J'ai regardé la foule autour. Mon personnel trié sur le volet et payait le double de la norme de l'industrie. Les habitués qui avaient pris l'avion pour l'ouverture, les femmes du foyer que je parrainais maintenant avec un pourcentage de nos bénéfices mondiaux. C'était ma famille. C'était la table que j'avais construite. J'ai pris un croissant frais sur le plateau. Chaud, feuilleté, parfait. J'ai pris une bouchée et cela avait le goût de la liberté. Si vous êtes celui qui garde les lumières allumées pour des gens qui vous laisseraient dans le noir, écoutez-moi. Ils ne vous donneront jamais l'interrupteur. Vous devez l'éteindre vous-même. Il fera noir pendant un moment. Oui, mais ensuite vous verrez enfin les étoiles. Avant de partir, voici un petit bonus rapide pour être resté jusqu'au bout. Si vous aimez apprendre et grandir comme moi, vous devez essayer les livres audio. J'ai une offre exclusive avec Audible. Votre premier mois est complètement gratuit. C'est un accès à plus de 500 000 titres, zéro coût pour vous. Tous les détails vous attendent dans la description. Ne manquez pas ça.